Donc, Pascal, il a marché un petit peu sur tes plates-bandes, hein, quand même, Roland, mais pas du tout, pas de problème. Non, non, Roland a l'art de la transition, et vous allez voir que je m'inscris pleinement dans la tradition kérolienne. Pascal, la parole est à toi. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai prévu d'intituler mon exposé 2019 en France, et en reprenant le titre des journées, il était une fois les démocraties. Il était une fois parce que je crois, sans être pessimiste excessivement, que la démocratie peut devenir, à court ou moyen terme, un passé, peut-être une nostalgie, et pas forcément notre avenir. Et que d'autre part, il faut parler des démocraties, parce qu'on l'a bien vu dans l'année qui vient de s'écouler, qui est un véritable laboratoire des différents types de démocratie. Il y a différentes conceptions de la démocratie, de l'exercice de la souveraineté du peuple, et ces différentes démocraties, faute de vivre ensemble, parfois s'affrontent, comme nous l'avons vu dans cette séquence tout à fait intéressante, à nul autre pareil, que nous avons connue de novembre 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons connu d'abord une séquence de démocratie manifestante, de démocratie directe, au travers du mouvement des Gilets jaunes, qui se poursuit, mais qui est très nettement anémié. Nous sommes passés de plusieurs centaines de milliers à quelques centaines aujourd'hui, dans l'acte, je ne sais plus combien, nous devons être à l'acte 55 ou 56. Nous avons connu quelques semaines plus tard un épisode extrêmement intéressant qui est passé un peu inaperçu ou qui a été mal interprété, qui est l'épisode, Roland Quérol le rappelait, du grand débat national, qui est au fond une expérience de démocratie participative à grande échelle. Comme Roland le disait, la démocratie participative depuis les années 60-70 était surtout utilisée, et même essentiellement au plan local, pour savoir ce que pensait telle ou telle population de tel ou tel équipement public. Là, pour la première fois en France, mais même pour la première fois, je crois, dans les grandes démocraties, nous avons eu une expérience de démocratie participative au plan national, ce qui n'avait jamais existé. Et il ne faut pas faire d'erreur d'interprétation. On dit le grand débat du président. Non, le grand débat du président, il n'y a pas de grand débat du président. Il y a une opération de communication où le président part rencontrer des maires. Ça n'est pas un grand débat. Le grand débat, c'est vous qui l'avez mené, ou du moins certains d'entre vous, c'est-à-dire les 2 millions de personnes qui ont participé à cette expérience du grand débat national, sous différentes modalités, j'y reviendrai tout à l'heure, de janvier à mars 2019. Et puis, quelques mois plus tard, nous avons la démocratie représentative classique, dont parlait Roland, au travers des élections européennes de mai 2019. Et puis maintenant, on a le retour du mouvement social avec ce qui s'annonce dans la perspective du 5 décembre. Sera-ce, ou est-ce que ce sera la ressucée d'un mouvement des Gilets jaunes? Pour l'instant, on a l'impression qu'on revient à un mouvement social d'un type plus classique, parce que d'abord, il est encadré largement, pour l'instant, par les syndicats. Tout cela et ces moments sur lesquels je vais revenir de la démocratie se sont faits dans un contexte que Roland rappelait très bien, qui est le contexte général de défiance et d'insatisfaction démocratique. Ça fait des années, j'allais dire même des décennies, que les Français sont fâchés avec leurs élus, avec leurs institutions. Quand vous prenez, par exemple, le baromètre de confiance politique que nous faisons, qui d'ailleurs porte très mal son nom, c'est le baromètre de défiance, parce que ça mesure essentiellement de la défiance. Mais c'est plus vendeur de parler de baromètre de confiance, donc on continue. Mais enfin, c'est un baromètre de défiance, et sauf le conseil municipal et les maires, tous les élus, sans exception aucune, sont très nettement en dessous de 50% de la confiance. On comprend pourquoi un président touché par l'impopularité se précipite maintenant, après les avoir boudés, à l'Assemblée générale des maires de France. Parce qu'il espère que la confiance dont bénéficient ces 35 000 élus, il pourra peut-être en récupérer une part. Mais en même temps qu'il y a cette défiance, il y a une profonde insatisfaction démocratique en France aujourd'hui.
qui peut recouvrir différents sentiments, différentes attentes. Mais toujours dans le même baromètre, quand on demande aux Français « Est-ce que selon vous la démocratie fonctionne très bien, bien, pas très bien ou mal ?», ceux qui répondent pas très bien ou mal, c'est 70% des Français. Donc, le diagnostic, qu'on soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, c'est que véritablement le régime démocratique aujourd'hui fonctionne mal. Et on voit bien, quand on se dit que la démocratie fonctionne mal, on peut avoir une volonté d'aller voir dans le moteur démocratique, mais on peut avoir aussi la volonté d'aller voir ailleurs que dans le moteur démocratique et de penser à d'autres types de régimes qui n'ont rien de démocratique. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut aussi très brièvement préciser que l'exercice de la démocratie, le lien du citoyen à l'univers politique, a beaucoup changé. Pendant des décennies, certains pourraient dire même plus d'un siècle, le citoyen, il avait un système de repères, d'allégeance, de loyauté, relativement classique. Il y avait au plan idéologique et politique la gauche et la droite. On se dit de gauche, on se dit de droite, on se disait de gauche, on se disait de droite. Le seul problème, c'est qu'on se disait de gauche et on se disait de droite et on était persuadé que ça avait du sens pour comprendre les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut continuer à se dire de gauche et de droite, mais les mêmes disent ça n'a plus beaucoup de sens pour comprendre les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui, que ce soit l'enjeu climatique ou d'autres types d'enjeux. Ce clivage politique, c'est ce qui lui donnait sa cohérence. Il renvoyait à un clivage social, ce que les marxistes appelaient le clivage de classe. C'est-à-dire que peu ou prou, les forces de gauche étaient plutôt implantées dans les milieux dits populaires, ouvriers, employés, petits cadres, et les forces de droite étaient enracinées dans le monde paysan, dans la bourgeoisie moyenne, la grande bourgeoisie, chez les professions indépendantes. Et ce clivage politique, qui trouvait ses racines dans un clivage social, il renvoyait à un clivage géographique clair. Il y avait une France de gauche et il y avait une France de droite. Quand j'avais 20 ans, c'est ce que j'apprenais sur les bancs de Sciences Po, et on me disait même cette France de gauche et cette France de droite est de toute éternité. Elle n'est pas de toute éternité. Pourquoi ? Parce que de nouvelles allégeances, de nouveaux repères sont en train de naître. D'abord, un repère autour de l'enjeu de la globalisation économique. On voit bien comment, dans de très nombreuses démocraties, un critère fort du choix politique, pensons à ce qui se passe en Grande-Bretagne, autour du Brexit, pensons à ce qui s'est passé en France en 2017, pensons à ce qui s'est passé aux États-Unis, pensons à ce qui s'est passé au Brésil. L'enjeu de la globalisation économique et de ses effets sur nos sociétés est en train de cliver les sociétés bien au-delà du clivage gauche-droite, entre celles et ceux qui considèrent au fond qu'on a plus à gagner qu'à perdre à cette globalisation, et ceux qui pensent tout le contraire, c'est-à-dire qui disent maintenant nous mesurons avant tout les effets pervers de la globalisation. Il faut se protéger économiquement, culturellement, socialement. Deuxième clivage qui naît, il était là, latent, il travaillait le système politique, il le perturbait. Pour ceux qui croient à la force des signaux faibles, dès 1992, on voyait très bien ce qui bougeait dans le système français. C'est le clivage autour de l'Europe. Entre ceux, en effet, qui peu ou prou se retrouvent dans la nécessité d'une Europe supranationale et ceux qui considèrent que l'heure est venue, comme dans de très nombreux pays européens, d'un très fort recentrage sur l'isolat national. Troisième clivage, pas tout à fait nouveau, mais qui, étant donné la force des enjeux culturels aujourd'hui, est important, ce que j'appellerais le conflit sur les valeurs. Le conflit sur les valeurs entre les milieux qui se retrouvent dans le libéralisme culturel, le mariage pour tous, la GPA, la PMA, l'euthanasie, toute une série de valeurs que l'on peut rassembler autour de cette notion de libéralisme culturel, et celles et ceux qui considèrent que la société change tellement qu'il faut revenir à des repères beaucoup plus forts et à un certain rigorisme culturel. Je regardais par exemple hier une enquête qui vient de paraître sur l'adhésion à l'autorisation de la GPA, c'est-à-dire, si vous voulez, le recours à une mère porteuse, autrement appelée gestation
pour autrui, et ceux qui sont favorables à la GPA et ceux qui sont opposés pour les couples homosexuels. Et là, vous apercevez que la France est divisée en deux. C'est 50-50. Pour les couples hétérosexuels, le rapport est beaucoup plus favorable, mais là, on voit une France qui est coupée en deux autour de ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, un conflit sur les valeurs. Alors ça, c'est le contexte général, ce que, au fond, le citoyen de nos démocraties est devenu aujourd'hui. Alors revenons maintenant sur la séquence démocratie manifestante, démocratie participative, démocratie représentative. D'abord, le mouvement des Gilets jaunes a montré que la citoyenneté démocratique pouvait se charger de manière très lourde en protestation. Et de manière nouvelle, la protestation, ce n'est pas nouveau, mais de manière nouvelle. Au fond, nous n'avions jamais connu dans l'histoire des mouvements sociaux un mouvement social du type Gilets jaunes. Le seul qui annonçait un peu cela, c'est le mouvement des bonnets rouges en Bretagne. Pourquoi ? Parce que vous avez un mouvement qui est un mouvement de personnes qui très souvent ne sont jamais intervenues dans l'espace public, de personnes qui se mobilisent eux-mêmes au travers du web, de personnes qui n'ont pas d'appartenance syndicale, de personnes qui appartiennent à des horizons politiques extrêmement différents. Une journaliste du Nouvel Observateur qui a suivi sur le très long terme un groupe de gilets jaunes de Seine-et-Marne me disait, voilà, dans les bus pour aller à la manif à Paris, voilà, il y avait des gens qui avaient voté France Insoumise aux côtés de gens qui avaient voté Front National et aux côtés d'abstentionnistes ou de gens qui ne voteraient jamais. Donc, tous ces gens s'entendaient très bien dans leur protestation commune. Deuxième caractéristique de ce mouvement social, c'est le désir très profond de démocratie immédiate. Roland Quérol disait tout à l'heure, mentionnait le référendum d'initiative citoyenne. Pour trouver dans le dispositif constitutionnel français un instrument à peu près équivalent, il faut remonter à la Constitution qui n'a jamais été appliquée de 1793, où il y avait un véritable référendum d'initiative populaire. On était bien dans un tempérament, j'allais dire révolutionnaire, montagnard, où, comme le disait Robespierre, la souveraineté du peuple ne se représente pas. Donc, elle ne peut que s'exprimer directement. D'autre part, troisième ou quatrième, je ne sais plus, caractéristique de ce mouvement, c'est la véritable haine de la représentation. C'est là où on voit que la démocratie manifestante, cette espèce de démocratie directe, et la démocratie représentative ont du mal à communiquer. Parce qu'il y a dans le mouvement des Gilets jaunes une véritable haine de la représentation. Ce qui fait à la fois l'originalité, mais peut-être la faiblesse de leur mouvement. La haine, par exemple, de tout leader durable. Dès qu'il y en avait un qui dépassait la tête, tous ses petits camarades n'avaient qu'un but, en effet, c'était de le fusiller ou de lui couper la tête. Ingrid Levavasseur a découvert ça lorsqu'elle a voulu concevoir ou construire une liste dans l'optique des européennes. Haine de la représentation parce qu'il y a une haine même d'une organisation dans un mouvement un peu structuré. Et une très profonde, c'est la dernière caractéristique peut-être, volonté de rupture politique. La dénonciation des élus, toutes tendances confondues. La dénonciation des institutions, toutes institutions confondues. L'anti-macronisme, mais porté à son point d'orgue. On peut détester le président de la République, mais le détester à ce point. Imaginer en effet des simulacres d'exécution, c'est tout de même, voilà, ça montre que l'antimacronisme était quelque chose d'assez fort. D'ailleurs, une de leurs revendications politiques, c'était démission d'Emmanuel Macron de l'Élysée. Et puis aussi, ça allait plus loin. Pour mon bouquin que j'ai sorti récemment, je suis allé voir tous les slogans, tout ce que j'ai pu ramasser comme slogan. Et il y en avait un qui était merveilleux, qui a été pris dans le sud de Paris, avant une manifestation. Vous avez un gilet jaune qui, avec une bombe blanche, écrit sur un mur « Nous ne voulons pas discuter ». Voilà, nous ne voulons pas discuter.
hein. C'est-à-dire, voilà, la démocratie pluraliste telle qu'on la conçoit, c'est tout de même un peu de compromis. Après s'être battu, c'est un peu de compromis. Là, vous voyez, il y a tout de même quelque chose qui se dit de manière très forte. On ne veut pas discuter avec vous. Ce mouvement social, il ne faut pas oublier, c'est ce qui a fait sa force. C'est que dès le mois de novembre, et encore après les phases extrêmement violentes de janvier, c'est un mouvement qui a le soutien de ce qu'on appelle la démocratie d'opinion. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui a au début 70% de Français qui l'approuvent, puis 60%, puis 50%, et aujourd'hui, on est quelque part entre 45 et 50% de Français qui voilà, disent leur soutien ou leur sympathie plus ou moins active vis-à-vis de ce mouvement des Gilets jaunes. Et les Français, quand vous les interrogez, attendent un certain renouveau démocratique de ce mouvement des Gilets jaunes. Et on y viendra tout à l'heure sur cette demande de démocratie directe qui est extrêmement forte et qui correspond à une tendance puissante dans l'opinion publique française. Alors venons-en à l'autre moment de démocratie, la démocratie participative du grand débat national. Alors vous savez, la démocratie participative, il y a de très nombreux ouvrages qui ont été consacrés à cela, à partir des expériences locales dont parlait Roland tout à l'heure. En général, il y a une règle, c'est le 1%. Ça ne touche jamais plus de 1% de la population concernée. Mais 1%, c'est déjà ça. C'est mieux que quelques professionnels de la politique qui décident entre eux. Avec le grand débat, nous avons, enfin, je dis nous parce que je faisais partie du navire grand débat national, nous avons atteint 4 à 5% de la population concernée, c'est-à-dire les 47 millions d'électeurs. Ce qui, en soi, est une véritable réussite, parce qu'au départ, si vous voulez, ce n'était pas évident que cette opération de grand débat national, organisée un peu à la hâte, en dépit de sa sophistication, rencontre une demande populaire. Elle a rencontré une demande populaire. Vous savez, une demande populaire qui a été organisée, oublions Macron et les maires, qui a été organisée de plusieurs manières. D'abord, des réunions d'initiatives locales sur l'ensemble du terrain. C'est plus du tiers des communes qui ont organisé 1, 2 ou 3 réunions d'initiatives locales. Des cahiers de doléances, ça rappelle quelque chose, appelé cahier citoyen, parce que sinon ça rappelait vraiment 1789. Des cahiers de doléances ouverts dans les mairies. Il y en a eu des dizaines de milliers de cahiers de doléances. Un site sur lequel il y a eu 1 900 000 contributions qui ont été déposées, sur un site, à partir de questions fermées d'ailleurs qui étaient très mal libellées et de questions ouvertes. Et puis à la fin du grand débat, dans la démocratie participative, participer c'est assez simple. En revanche, tenter d'élaborer ensemble, après avoir été informé des propositions, c'est là où la démocratie participative devient vraiment intéressante. Et l'opération du grand débat, dans chacune des régions, a été conclue avec un échantillon de citoyens français tirés au sort dans chaque région, a été conclue par cette expérience où la démocratie participative n'est pas simplement expressive, elle se place sur le terrain de la proposition. Tout comme, par exemple, et c'est une des leçons que le président a tirées de ce grand débat national, tout comme la Convention citoyenne sur le climat aujourd'hui, avec un échantillon de citoyens tirés au sort, va déboucher sur une proposition de loi qui sera soumise au Parlement. Là, on voit bien que cette démocratie participative, ce n'est pas un gadget, quoi. Ce n'est pas simplement on se réunit dans une salle de quartier pour recenser avant tout les mauvaises humeurs. La réponse présidentielle à ce grand débat, elle n'est pas nulle, là aussi. Il faut se méfier de ce qu'on a pu dire. On a dit, voilà, le pouvoir a complètement ignoré. Pour avoir vu ça un peu de l'intérieur, je vais vous dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand vous regardez la réponse présidentielle, je prends certaines mesures. Le droit à la différenciation pour les collectivités locales, la baisse de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour les classes moyennes et particulièrement les classes moyennes inférieures, la réindexation des retraites totales à l'horizon 2021, les prérogatives des caisses d'allocation familiale pour obtenir que les pensions alimentaires impayées soient payées, l'idée qu'il n'y ait pas plus de 24 enfants par classe,
les maisons de services publics normalement dans chacun des cantons, le Conseil de défense écologique qui a été mis en place, la suppression de l'ENA, on verra ce que ça donne, la renonciation à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, tout ça est étroitement, pas uniquement, mais étroitement la conséquence de la première exploitation des données du grand débat national. C'était des demandes que moi, en tant que garant, j'ai entendues, j'allais dire, du nord au sud et de l'est à l'ouest en France. Cependant, c'est comme pour le référendum, ça. Pour le référendum, très souvent, on répond plus au contexte qu'au texte. Et là, quand vous regardez, en effet, ce que les Français pensent des résultats du grand débat, c'est le scepticisme qui l'emporte. Emmanuel Macron et son gouvernement tiendront compte des points de vue exprimés lors du grand débat. 32% oui, 68% non. Mais ça ne veut pas dire que certains élus, jusqu'au plus haut niveau, n'ont pas été dans cette boîte à outils, qui reste une boîte à outils fantastique, en particulier pour toutes les collectivités territoriales aujourd'hui. Énormément de choses se sont dites dans cette affaire. Alors venons-en maintenant au moment de la démocratie représentative. Les européennes. Alors, au cours de ces européennes, il y a eu un impact intéressant de la mobilisation sociale des Gilets jaunes sur le taux de participation. Alors, vous savez que les Français ont un peu plus participé que d'habitude aux européennes, mais on a regardé dans les enquêtes, et j'ai regardé attentivement, le taux de participation chez les électeurs qui disaient avoir participé directement au mouvement, vraiment ceux qui sont mobilisés. Eh bien, vous avez un taux de participation qui est de 50% en France. Chez ces Gilets jaunes, c'est 62%. Donc, il y a un vrai effet de mobilisation de ces gens qui, très souvent, ont découvert pour la première fois l'engagement sur leur niveau de participation. Et donc, de temps en temps, les différents types de démocratie peuvent s'articuler. Cependant, deuxième conclusion, ça a donné avant tout un vote extrêmement protestataire. C'est-à-dire que la protestation manifestante s'est traduite par une protestation électorale phénoménale. Le vote des sympathisants, de ceux qui se disent proches des Gilets jaunes, a été massivement derrière deux forces protestataires. Au premier plan, et de loin, le Rassemblement national. Au second plan, France insoumise. Ce sont les données électorales de l'IFOP. 43% des sympathisants Gilets jaunes ont voté pour la liste dirigée par Jordan Bardella du Rassemblement national. Le Rassemblement national a fait au plan national 23,6%. France insoumise, 12%, c'est-à-dire le double de son score national de 6,3%. Et les partis de gouvernement sont massivement désertés, bien sûr, par ces Gilets jaunes. Et quand on regarde les cartes, on pourra peut-être dans un temps ultérieur, les cartes à la fois de la mobilisation des Gilets jaunes, il y a des cartes intéressantes sur le taux de mobilisation de Gilets jaunes rapporté à la population départementale, vous vous apercevez que ça annonce, quelques mois avant, tout à fait la carte de la protestation électorale du Rassemblement national, c'est-à-dire on retrouve les départements au fond de la bordure méditerranéenne, on retrouve tout le Grand Nord-Est jusqu'à la Normandie, et on retrouve ce que les démographes appelaient il y a de nombreuses années la diagonale aride, qui va au fond des Ardennes jusqu'au Lot-et-Garonne. On retrouve absolument cette carte. Alors pour conclure, est-ce que tout ça appartient à notre passé et que peut-il advenir pour l'avenir? Certes, la révolte apparemment s'est calmée, mais attendons le 5. Dans toutes les enquêtes, le pessimisme et la colère, même si le niveau de pessimisme et de colère s'est un peu étiolé, restent extrêmement élevés. La proximité de l'opinion vis-à-vis des Gilets jaunes reste forte. Les réticences à l'égard des réformes en cours, et particulièrement le système des retraites, sont très élevées. Seuls aujourd'hui, 27% des Français sont favorables à la réforme du système des retraites, 47% y sont opposés,
25%, ni l'un ni l'autre. On voit bien, dans le travail de conviction politique ou syndicale qui se fait, l'importance de ces 25%. Et en novembre 2019, c'était il y a quelques jours, l'Institut ELAB a mesuré le soutien ou la sympathie pour la mobilisation qui va venir contre la réforme des retraites. C'est 53% des Français qui soutiennent ou sont en sympathie avec ce mouvement. 30% déclarent leur opposition ou leur hostilité, 17% leur indifférence. Et je regardais la structure de cette opposition au mouvement de mobilisation et du soutien au mouvement de mobilisation. Et c'est très intéressant, parce que là, on n'est vraiment plus dans du gauche-droite. Parce qu'on avait l'habitude toujours de dire « Ah ben c'est la gauche qui soutient le mouvement social, et puis la droite... » voilà. Là, ce n'est plus du tout le cas. La gauche, en particulier la gauche de la gauche, soutient massivement le mouvement social. L'électorat de Benoît Hamon, mais l'électorat de Benoît Hamon, c'est intimiste, soutient bien sûr le mouvement social. Ce n'est pas là où il y a des grandes divisions. Hein. Et plus de 2/3 du vote Le Pen soutient le mouvement social. Plus de 2/3. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, ce que Jérôme Sainte-Marie, vous savez qu'il vient de sortir un livre qui donne à penser, je ne suis pas d'accord avec tout, mais qui donne à penser, parle de bloc contre bloc. Quel est le bloc contre bloc qui succède au bloc de gauche contre le bloc de droite? Et il dit, voilà, il y a un bloc élitaire. Alors le bloc élitaire, on le voit très bien. Hein. Ceux qui soutiennent très peu le mouvement, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron, l'électorat de François Fillon. Ça, c'est très faible. Donc ce bloc élitaire, il est constitué, mais vous avez maintenant un bloc populiste, comme l'appelle Jérôme Sainte-Marie, qui est en voie de construction, de coalescence. Et ça permet d'ailleurs de revisiter ce que certains ont perçu comme avec étonnement, le second tour Le Pen-Macron. Mais le second tour Macron-Le Pen, bien au-delà du conflit des personnalités, ça a toute sa cohérence. C'est le conflit d'un homme qui représente ou qui représentait la société dite ouverte. N'oubliez pas tous ces meetings d'Emmanuel Macron où il y avait autant de drapeaux européens que de drapeaux français dans la salle. Et une candidate qui représentait le camp du recentrage national. Vous avez déjà vu Marine Le Pen parler avec un drapeau européen derrière elle? Jamais. Jamais. Alors, pour conclure, je dirais, et maintenant, par rapport à l'enjeu démocratique. Si vous voulez, moi, mon analyse, c'est qu'on arrive, en France et ailleurs, à la fin d'un cycle de la démocratie représentative que nos aînés ont reconstruit après la guerre sur les décombres des régimes autoritaires. Cette démocratie représentative est essoufflée. Elle a besoin ou bien d'un second souffle, je vais essayer de le penser rapidement, ou bien c'est une alternative qui l'emportera à la démocratie représentative. Alors, penser le second souffle, c'est, à mon avis, il n'y a qu'une seule direction, et Roland le laissait pressentir tout à l'heure, c'est démocratiser la démocratie. Démocratiser la démocratie, d'abord en rééquilibrant les pouvoirs. Nous sommes en Europe un des pays les plus atypiques. Le pouvoir législatif, interrogez aujourd'hui les députés de La République En Marche. Quand on parle avec eux, ils vous disent à peu près 1 sur 2, je croyais que c'est pas ça vraiment le métier de député, moi je vais en partir, on ne sert à rien. Bien sûr, ils ne servent à rien, ils servent presque à rien, les députés. Hein. Donc il y a urgence de se pencher sur ce déséquilibre des pouvoirs qui est un élément essentiel de tout régime de démocratie représentative digne de ce nom. Deuxième point, deuxième piste, un impératif décentralisateur. On a parlé d'acte 1, d'acte 2, mais la décentralisation en France se traduit toujours par la tentation du pouvoir exécutif de reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Regardez les mouvements de reconcentration qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le système politique français. Et il y a là un impératif décentralisateur qui me semble s'imposer, mais avec des collectivités territoriales qui auraient les moyens de leur gouvernement des territoires.
et qui ne dépendrait pas donc de la manne, qui est la manne étatique, la fameuse dotation globale de fonctionnement. Troisième piste, l'articulation des registres démocratiques, et en particulier l'articulation concrète de la démocratie représentative et de la démocratie participative. La Convention citoyenne sur le climat va dans le bon sens, mais vous voyez qu'il faut aller beaucoup plus loin et systématiser ce type d'appareillage entre les deux instances démocratiques que sont la participation et la représentation, afin de créer ce qu'un juriste appelle la démocratie continue. Parce que les citoyens que nous sommes aujourd'hui ne se contentent pas d'attendre la prochaine échéance présidentielle. Quelque part, nous sommes tous à la recherche d'une démocratie continue. La démocratie continue, c'est cet alliage de trois lieux. La démocratie représentative, renouvelée, rééquilibrée, la démocratie participative, mais j'allais dire la vraie, pas l'animation culturelle, la vraie, hein, et puis la démocratie directe. Pourquoi cette omerta sur le référendum depuis 2005 ? Comme si, voilà, on avait perdu le référendum, alors vraiment plus personne n'osait y toucher. Hein, je crois personnellement qu'en matière de référendum et de référendum d'initiative populaire, alors une mesure du gouvernement va légèrement dans ce sens, mais bon, c'est, vous savez, le fameux référendum d'initiative partagée qui n'a jamais été utilisé depuis la réforme de 2008, je crois. Le président de la République a proposé de baisser de 4 millions à 1 million, ce qui est un niveau assez faible, à 1 million les signatures qui permettraient d'avoir recours à ce référendum d'initiative partagée. Parce que, et ça sera mon dernier mot, si ça n'est pas cela, la tentation, je reprendrai le terme de Roland tout à l'heure, la tentation illibérale au mieux, dictatoriale au pire, est présente. Elle est là dès aujourd'hui. Quand vous interviewez les Français sur l'item je vais vous décrire différents types de systèmes politiques. Pour chacun, veuillez me dire si cette façon de gouverner est bonne ou mauvaise. Avoir à sa tête un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections. Vous voyez, c'est assez illibéral. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est 35% des Français. Et quand vous regardez la ventilation, on pourrait se dire, tiens, c'est les vieux barbons vichistes, les nostalgiques, si tant est qu'ils existent encore, de l'état de Vichy. Mais pas du tout. Plus vous êtes âgé, moins vous soutenez cet item. Plus vous êtes jeune, plus vous le soutenez. Donc on voit quelque part que cette tentation illibérale ou cette alternative autoritaire à la démocratie que nous chérissons tous peut avoir un avenir devant lui. Voilà, merci.